Sans plus tarder, je vais me tourner vers vous, professeur Bano. Nous parlons de l'éducation, nous parlons du système éducatif guinéen. Sans doute, vous êtes parmi les figures qui ont une certaine compréhension du système de la République de Guinée. Alors, dites-nous clairement, pour vous, selon vous, qu'est-ce que les fondements ou la construction de l'éducation en République de Guinée? Nous partons d'où et où nous sommes aujourd'hui? Ah, c'est une excellente thèse de doctorat que vous demandez, en réalité. Euh, Écoutez, l'historiographie du système éducatif guinéen dit que le système hellénique que nous avons est hérité de la France. Euh, Jusqu'à l'indépendance, il y avait surtout quelques écoles, un peu d'écoles primaires, quelques écoles de métiers, comme l'école de labour de Koba ou de Pita. Et puis, grosso modo, on avait un grand lycée à Conakry. À l'indépendance, nous n'avions pas beaucoup d'écoles, nous n'avions pas d'université. La seule qui existait en Afrique de l'Ouest, c'était à Dakar. Non. C'est sur cette base que la Première République a fondé son système éducatif. Au lendemain de l'indépendance, la volonté du PDG d'asseoir un système éducatif pour l'ensemble des enfants en âge d'aller à l'école avait conduit le PDG à prendre la décision de supprimer les écoles privées et de rendre dans un texte obligatoire la scolarisation de tous les enfants gratuitement, avec comme philosophie de former un Guinéen nouveau. Ce système a été changé à partir des années 68 où la production agricole est rentrée dans le système éducatif guinéen avec la création des collèges d'enseignement ruraux qui ont été sabotés et puis qui ont été transformés sur l'ensemble du territoire, tout le système, en collèges d'enseignement révolutionnaire. Ah. En 1984, au moment où le régime, après la mort de Sékou Touré et le changement de régime, nous n'avions pas un système, disons, du point de vue quantitatif et qualitatif, très performant. Ah. Il y avait beaucoup de désaffection des parents vis-à-vis de l'école en raison de l'introduction de l'alphabétisation de langue nationale qui était arrivée pratiquement au niveau du collège avant 1984. Donc il y a eu la conférence nationale de 1984 qui a décidé, qui a pris un certain nombre de décisions, la libéralisation de l'école, l'introduction du français et sa généralisation, l'élimination des langues nationales, et puis il y a eu un premier programme financé par les partenaires, PSE, Programme sectoriel d'éducation 1. Ouais. Ensuite, il y a eu le deuxième programme sectoriel 2. Ouais. À la suite de ça, il y a eu Éducation pour tous, EPT. Et puis aujourd'hui, on est à notre quatrième gros programme encore avec ce que l'on appelle le PRODEG, programme décennal de l'éducation. Grosso modo, disons en faisant un raccourci, voilà le cheminement du système éducatif guinéen. Voilà. Le cheminement du système. Oui, Emmanuel, rapidement pour M. Sano. Alors la question pour M. Sano, c'est selon votre regard, vos constatations, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'évolution du système éducatif guinéen? Je crois que le professeur l'a rappelé, parce que l'histoire est que le système éducatif est d'origine coloniale, c'est ça. En vérité, c'est le 5 août 1959 que les autorités de la Première République décident de faire la première réforme éducative en Guinée, qui avait 3 objectifs. Premièrement, doter le peuple de Guinée des connaissances scientifiques poussées lui permettant de répondre aux besoins concrets de l'économie. La seconde chose, c'était de rendre
effectif le droit à l'éducation que la loi constitutive, la première constitution du pays du 10 novembre 1958 donc reconnaissait. Et la troisième chose, ce n'était autre que de rénover, à l'époque, c'était la philosophie, les valeurs sinon africaines. Donc voyez-vous... mais ce serait, M. Sano, on l'entend plusieurs fois, il y a plusieurs reprises de beaucoup de discours qu'on a eu l'opportunité d'écouter, que les colons qui étaient là avant ont détruit toute la documentation que la Guinée possédait dans les eaux. Donc, c'est là... La véritable problématique, c'est comment les Guinéens ont pu reconstituer le processus pour une bonne éducation. C'est ce que je veux expliquer. Ouais. Est-ce qu'en 1958, lorsque la Guinée décide donc de prendre son indépendance, le 25 août 1958, donc par l'arrivée du De Gaulle ici, et après le référendum du 28 septembre, Pierre Mesmer, à l'époque, qui était grand gouverneur en France et grand ministre, décide de punir en fait la Guinée. Il dit donc aux enseignants français d'aller et de quitter la Guinée. Mais sauf que concrètement, on le sait qu'il y a des bénévoles qui sont restés. Jean Canal Suret, par exemple, grand historien et géographe qui a travaillé avec Djibril Tamsir-Niane, lorsque ce dernier est devenu en 1960 le premier donc, principal du collège d'Onka, ils ont travaillé ensemble, ces derniers étaient restés. Et d'autres aussi enseignants bénévoles, aussi bien africains des Outre-mer, étaient aussi venus pour aider la Guinée donc, à concevoir son système éducatif. Parce qu'il faut reconnaître que le Premier ministre Barry Yawadou avait beaucoup travaillé parce qu'il avait été le tout premier ministre de l'éducation en République de Guinée. Donc à cela, avec ses coopérants et ses bénévoles étrangers, ils ont donc essayé de pallier le rapatriement auquel Pierre Mesmer avait rappelé. Et sauf que là, ils commencent à travailler concrètement. Ils élaborent les premiers programmes d'histoire de langue française ou d'enseignement, tenant compte des trois philosophies aux objectifs que je viens de citer. Sauf qu'en 1961, il intervient quelque chose qui, il faut le dire, a gâté un peu, sinon a sapé un peu la philosophie de ces gens. En 1961, les enseignants décident d'appeler à la révalorisation salariale. Ce que dans ces conditions, le PDG-RDA dit aux gens de se ceindre les reins, de se serrer la ceinture. Et parce que tout simplement, il y avait de nouvelles difficultés. Sauf que pour les enseignants, il était important que les primes donc, techniques de créer et tout ça, qu'on en tienne compte que l'enseignement ait un statut particulier. Et c'est le cas jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont décidé d'écrire un mémorandum par leur syndicat et de l'adresser. Le professeur avait essayé de trouver des solutions. Et de l'adresser au PDG-RDA, mais sauf que la chose est mal passée. Donc, lorsqu'ils sont allés donc, au cinéma à l'époque pour présenter le mémorandum, puisque c'était parole alphabétique, arrivé à eux, Koumandian-Keita à l'époque était le syndicat donc, de l'enseignement, et lorsqu'il a pris la parole, et les mots peut-être qu'il a dit puisqu'il était très éloquent, n'ont pas eu quand même un écho favorable du côté du PDG-RDA. Et donc du coup, les enseignants-ci et leurs syndicats ont été taxés de complot. En 1961, on a donc dit qu'il y avait un complot des enseignants qui visait naturellement à se rebeller contre l'autorité de l'État. Ils ont été donc sanctionnés. Il y a quelques figures de l'enseignement qui sont allées en prison. Koumandian-Keita, il est allé en prison, il a été condamné. Cheikh Bailly, Ray Otra a été condamné. Et ils ont été condamnés. Voyez-vous, Ibrahim Akababa aussi, ils ont été condamnés. Quelques-uns à 7 ans de prison, d'autres à 4 ans de prison. Et après, sauf que par solidarité, les enseignants, les élèves de l'école qui étaient principalement au collège d'Onka ont décidé d'aller dans la rue. Et en allant dans la rue, donc il y a eu des soubresauts. De la réclamation des droits. De la libération de leurs enseignants et de la reprise. La libération des enseignants. Des enseignants et de la reprise, naturellement, de l'éducation. Sauf que ça a eu des échos qui n'étaient pas très bons. Et il y a eu donc la violence de répression. Cette violence de répression, donc, a eu des impacts, puisque c'est en ce temps que certains professeurs ou enseignants vont décider de quitter la Guinée. C'est ce qui fait la vague. D'autres vont aller en Côte d'Ivoire pour aller y enseigner, et d'autres vont aller en Sierra Leone, et d'autres vont y aller. Donc, voyez-vous qu'à cette date-ci, il y a une conséquence. C'est que pour pallier un peu le fait que certains coopérants étaient partis, la République de Guinée décide avec les pays soviétiques de les aider. Et c'est dans ces cadres que de 62 à 65, on crée donc les écoles normales donc secondaires, aussi bien à Conakry qu'à Kankan et à Macenta. C'était pour pallier cela. Et après, en 65 plutôt, ou 66, on décide de créer des écoles normales supérieures. Mais sauf qu'en 67, qu'est-ce qui se fait? On décide premièrement de revenir à la philosophie première du système d'enseignement de 59. Mais sauf qu'en 68, ou quelque temps en 68, donc on s'inspire de la révolution chinoise pour dire qu'il est important qu'on enseigne dans nos langues vernaculaires, aussi bien de la première année, donc naturellement qu'en 9e année du secondaire. Et donc voyez-vous, et cela a quelque part perturbé.
ce qu'on peut retenir de ce que le professeur a dit ou de ce que je dis, c'est que quelque part, il y a toujours eu des volontés de porter des réformes, mais sauf qu'elles ont quelque part été entravées, soit par des forces internes, ou soit par des facteurs exogènes. Donc c'est un peu cela, c'est une construction jusqu'à maintenant inaboutie, où la succession entre les étapes n'est pas garantie malheureusement. Alors, M. Diallo, rapidement, l'implication d'une société, la société guinéenne, à l'éducation même des fils de la République de Guinée. Notamment, on a surnommé l'éducation collective. Je l'ai entendu d'un professeur Nyakwe qui animait une émission sur la RTG, pas pour faire de la publicité, mais qui parlait de cette situation de l'éducation collective. Mais